حال أنت فيه من رآك فشجع. Eh ben bonjour Charles. Merci d'avoir accepté donc l'invitation pour cet entretien avec Le Grand Soir. On va parler aujourd'hui du cas de Georges Ibrahim Abdallah, donc un camarade qui va bientôt sortir. On va parler de lui avec toi. Donc rapidement, je te présente d'abord Charles O'Haraud. Tu es membre de l'Association nationale des communistes et tu es un camarade qui a suivi énormément l'affaire qui entoure cet autre camarade dont on sait qu'il va donc sortir le 25 juillet, donc dans 2 jours. Donc, on va revenir sur cette personne. Est-ce que tu pourrais présenter pour ceux qui ne connaissent pas, est-ce que tu pourrais nous présenter qui est Georges Ibrahim Abdallah? Eh bien, c'est un militant libanais, un instituteur libanais, communiste, défenseur de la cause palestinienne, bon, qui a vu au Liban, comme tout le monde le sait, les camps dans lesquels étaient enfermés les Palestiniens et qui a épousé la cause palestinienne comme nombre de Libanais et qui va être arrêté en 84 parce qu'il a de faux papiers algériens, ce qui est vrai. Il a des faux papiers parce qu'à l'époque, l'Algérie soutenait le combat de la Palestine et il faut reconnaître d'ailleurs que depuis, l'Algérie fait partie des pays qui ont toujours soutenu le combat de la Palestine. Et donc, quand il est arrêté, ben, il doit être libéré au bout de 15 jours. Il y a un accord puisque le gouvernement algérien dit d'accord, on est pour son extradition, on le récupère, il n'y a pas de problème. Et sur ces entrefaites, alors le gouvernement donne sa parole, quoi. Et puis sur ces entrefaites, il va y avoir une succession d'événements qui vont être attribués à Georges. Donc va y avoir d'abord les attentats de la rue des Rosiers. Alors ça, on sait bien que c'est pas lui. Mais après, il va y avoir l'assassinat d'un fait un membre de la CIA, hein, voilà, qui était caché sous l'étiquette de diplomate, et puis d'un gars du Mossad, là aussi caché sous l'étiquette de diplomate israélienne, qui vont être assassinés. Alors on sait que c'est pas par Georges, puisqu'il est déjà en prison quand ça se produit, mais on va, à partir de là, faire une perquisition sur un appartement qu'il a occupé quelque temps auparavant, et donc on va retrouver, chose miraculeuse, 2 ans après, des empreintes sur un revolver qui se trouve miraculeusement resté comme ça dans l'appartement. Et on trouve des empreintes, c'est d'autant plus incroyable que les empreintes, on les trouve, à l'époque, la police dit elle-même qu'elle a pris le revolver, qu'elle a mis dans un papier journal et qu'elle l'a embarqué. Voilà, donc on va monter un procès de toutes pièces. Ben Georges va prendre un avocat. Il est donc pas libéré. Je le résume parce que c'est rocambolesque. Il y a le livre de Saïd Bouamama qui explique tout ça. C'est absolument incroyable. Il est condamné. Alors le procureur demande 10 ans de prison, ce qui est déjà beaucoup, pour une complicité d'assassinat. Et contre toute attente, le tribunal ordonne la perpétuité pour une complicité sur laquelle on n'a aucune preuve. Et pour la simple et bonne raison que Georges refusera toujours de condamner les actes qui ont été commis, tout en disant c'est pas moi qui les ai faits, mais moi je ne peux pas condamner la lutte armée quand il y a un oppresseur et un oppressé, ben voilà, c'est l'oppresseur qui choisit la lutte, comme disait Mandela. Et donc, il va être condamné, il ne va pas faire appel. Alors, pourquoi il ne fait pas appel? Parce que son avocat le lui déconseille en lui disant qu'il sera sans doute libéré plus vite et qu'on fera la preuve de son innocence. Et puis, des années après, on découvre que l'avocat en question, il était en fait payé par la DST, donc par les renseignements généraux français. Et l'avocat, on le découvre parce que c'est l'avocat lui-même qui le confesse. Il va être d'ailleurs radié de l'ordre des avocats et il dit j'ai trahi mon client. Voilà. Et à partir de là, il va y avoir cet enchaînement de faits. Donc Georges va être condamné sans preuve et au bout de 15 ans qu'il a fait sa peine, donc il est à mi-peine, normalement la loi autorise, puisque à l'époque la perpétuité c'est 30 ans, l'autorise à faire une demande de mise en liberté, donc en 1999,
qui va être refusée, comme toutes les autres demandes de liberté qu'il va faire. Alors, difficile à dire, parce que les gens ils disent il en a fait 10, 11, on ne sait pas parce qu'il y a eu les appels et les demandes de liberté, donc ça fait bien plus que ça, mais en tout cas, au moins entre 11 et 20, il a fait ses demandes de liberté, jusqu'au moment où il s'est dit, ben, je ne fais plus de demande de liberté, ça ne sert plus à rien. Et c'est finalement, il y a 2 ans qu'il refait sa demande parce que l'avocat et un certain nombre d'amis réussissent à le convaincre de refaire la demande. Et il fait la demande qui a abouti au jugement de la Cour d'appel que nous avons eu ce 18 juillet là et qui ordonne sa libération. Donc voilà, c'est ce qu'on peut. Alors, pourquoi il n'a pas été libéré plus tôt, en sachant qu'en 2014, par exemple, quand il est arrivé au bout des 30 ans, le Conseil d'État a ordonné sa libération. Mais à l'époque, le Conseil d'État, enfin, le jugement avait dit, il doit être libéré puisqu'il a fait ses 30 ans, c'est la loi, et il doit être expulsé. Or, pour qu'il soit expulsé, il fallait que le gouvernement signe l'arrêté d'expulsion. Et à l'époque, le ministre Valls, homme de gauche comme tout chacun sait, eh bien, refuse de signer l'arrêté d'expulsion, ce qui fait que depuis, il était maintenu en prison selon un régime dont on pourrait considérer qu'il est complètement illégal au regard du droit français. Et en tout cas, ça a fait de lui le plus vieux prisonnier politique sur la situation du Moyen-Orient et le plus vieux prisonnier politique d'Europe. C'est le 2e du monde après Mumia Abu Jamal, qui est aux États-Unis, lui aussi incarcéré sans aucune preuve d'ailleurs. Voilà. Donc c'était un prisonnier politique et s'il n'a pas été libéré, c'est parce que les États-Unis et Israël ont multiplié les demandes pour dire non, il ne faut pas qu'il soit libéré, il ne faut pas qu'il soit libéré. Alors la France, elle n'a pas obéi aux ordres, mais elle a accepté les injonctions des États-Unis et d'Israël parce qu'en fait, elle est d'accord avec eux. Voilà. Donc voilà pour présenter le cas de Georges, et qui était, pour tout dire, un peu dans l'oubli et un peu dans le secret, et il a fallu l'acharnement de quelques militants pour que peu à peu son affaire crève le plafond de verre médiatique qui entourait cette personne. Mais au début de l'affaire, est-ce que j'imagine que la résonance politique était plus grande, non? Alors, en 1984, quand il est condamné, effectivement, une organisation comme le Parti communiste français dit que c'est pas normal qu'il soit condamné. Mais sans pour autant faire d'organiser de mobilisation ou voilà. Ça reste à la déclaration. Voilà. Et puis après, c'est le silence médiatique pendant, en tout cas au niveau des grandes forces politiques et syndicales et associatives, pendant 20 ans, quoi. Voilà. Et c'est parce qu'il y a eu je tiens à le souligner ça, des petites associations et des camarades qui autour d'un collectif qui va s'appeler collectif Libérons Georges, initié par une camarade qui est décédée aujourd'hui et qui a beaucoup fait, qui est à l'initiative de ça, qui s'appelle Suzanne Lemanceau. C'est autour de ce collectif-là que peu à peu ce cas va être connu et défendu. Parce que j'ai quand même connu des périodes, moi, où les gens qui se réclament de la gauche refusaient de prendre publiquement position pour Georges Ibrahim Abdallah. Et ça a commencé à changer vraiment très récemment. Ça, tu l'expliques comment? Pourquoi il y avait cette prudence vis-à-vis de ce cas-là? Ou ce silence? Alors, parce qu'il a toujours refusé de condamner la lutte armée, parce qu'il a été traité... ça dépend de qui on parle. Si on parle de la droite, ça c'est normal. Si on parle d'une partie de ce qui se réclame la gauche, je pense que l'influence du sionisme est très fort et la position d'Israël était très claire et des Américains aussi, enfin des États-Unis aussi. Concernant la partie de la gauche la plus progressiste, on va dire, en tout cas qui se réclame comme telle, il y a eu comment dire, soit de la prudence, soit de la gêne, soit carrément de l'opposition. Moi, je me suis trouvé, par exemple, on a abandonné, j'étais toutes les années à la fête de l'UMA où on faisait un stand pour Georges Ibrahim Abdallah et
on s'est affronté à des responsables de la fête de l'humain sur le cas de Georges, hein, qui disaient non, il ne faut pas le défendre, c'est un assassin, c'est pas vrai, il n'est pas communiste. Et on a eu, par exemple, moi je me rappelle une année, on avait fait une campagne de cartes postales, et c'est pas très vieux, hein, c'était 2016, 2018, je sais plus, au moment du 38e congrès du Parti communiste. On avait fait une campagne de cartes postales pour envoyer à Georges, simplement pour lui dire Georges, bonjour, amitié, et c'était simplement pour que l'Élysée sache qu'il recevait des milliers de cartes postales. Mais moi, je me suis retrouvé la proposer par exemple, un gars qui s'appelle Fabien Roussel, et me refusait de signer la carte. Voilà. Et les initiatives qu'on a fait, je sais qu'on avait fait une initiative sur la scène de la fête de l'UMA, sur une des scènes de la fête de l'UMA, on l'a faite clandestine pour pouvoir la réussir. On l'a faite avec la complicité des gars qui organisaient la tournée des artistes, quoi. Et c'était une cause qu'il fallait pas défendre. Et puis le discours a changé. Il a changé pourquoi? Parce que d'abord, ces associations, notamment en 2008, il y a eu une réunion, 2009, je sais plus, une réunion importante qui s'est tenue à Lannemezan, là, à l'issue de la manif, puisque toutes les années, à l'anniversaire de l'arrestation de Georges, qui avait eu lieu fin octobre, on faisait une manifestation à Lannemezan devant la prison. Et une année devant la prison, on a décidé on s'est dit, on peut pas rester comme ça, on va écrire à l'ensemble des forces politiques qui se réclament de la gauche. Et démarche qu'on a fait toutes les années. On n'a jamais eu de réponse. Mais peu à peu, même en nous ignorant, ces forces-là ont fini parce qu'il y a eu ce travail de terrain, parce qu'on a fait des rues Georges Brahim Abdallah, parce qu'on a fait des centaines d'initiatives, et puis parce qu'à l'intérieur de ces forces dites de gauche, il y a des gens qui ont commencé à dire mais qu'est-ce que c'est cette histoire, mais qu'est-ce qui se passe, on peut pas, et ça a bousculé les organisations dont on aurait pu attendre un soutien plus fort. Moi, je sais que j'ai vécu à Lannemezan des manifestations où d'année après année, je voyais monter des organisations de la CGT, des organisations du Parti communiste, mais qui montaient, c'était la base de l'organisation qui était là. C'est 5 quai d'appel national, quoi. Voilà. Donc ça, il n'y a jamais eu de campagne. Et je dis ça parce que pourquoi? Parce que je parle de la gauche. Pourquoi? Parce que normalement c'est d'elle qu'on devrait attendre ça, quoi. Hein. Évidemment que des autres on peut rien attendre, mais il n'y a jamais eu campagne de l'UMA, par exemple, pour dire libérer Georges. On a même à un moment donné, moi sur mon petit site Rouge Midi, j'affichais tous les jours le nombre de jours de détention. Oui, c'est un truc que j'avais vu faire quand j'étais jeune pour le nombre de jours de détention de Mandela. Tous les jours à la une, il y avait le nombre de jours de détention de Mandela. Donc je me disais qu'on pouvait faire pareil. Moi, ça n'a jamais été fait. Il n'y a jamais eu d'appel national à manifester à la Lannemezan, sauf une année, il y a quelques années, très récemment, j'ai été surpris. Du coup, à la veille du 2 avril, puisque le 2 avril, c'est son anniversaire. Donc, on faisait en gros 3 initiatives par an, une aux alentours du 24 octobre, une le 2 avril pour son anniversaire, et une en juin qui est la journée mondiale des prisonniers politiques. Eh bien, il y a 3-4 ans, d'un coup, l'avant-veille, on a vu apparaître une déclaration de quelques organisations appelant à se rassembler le 2 avril devant la prison. Bon, ça n'a rien changé parce que tu fais la déclaration 48 heures avant, tu n'organises rien. On s'est retrouvé quand même que 30, mais au moins, on s'est dit, eh bien, purée, ça y est, pour une fois, ça bouge. Quoi. À partir de quelle année, pardon Charles, à partir de quelle année tu as commencé à sentir que ça grossissait? Alors, écoute, je pourrais, si tu me laisses 3 secondes, je te retrouve l'année précise, mais parce que moi, ce qui a joué, je pense qu'il y a quelqu'un qui a joué un rôle là-dedans, c'est André Chassaigne, parce que, d'ailleurs, j'y vais demain, là, toutes les années à Saint-Amand-Roche-Savine, qui est la ville dont il était maire, il y a un festival qui s'appelle la Belle Rouge, tu vois. D'accord. Et ce festival, qui est à la fois un festival de théâtre, de musique, mais un festival aussi où il y a des réunions, des conférences politiques, etc., tu vois. Et
une année, donc on y était là. Et on avait, c'était l'année du 38e congrès du PCF, je me rappelle encore comme si c'était hier. Je me rappelle plus quand c'est le 38e congrès, je dirais 2014, 2015, je sais rien. Mais enfin bon, ça tu retrouveras la date exacte. Ouais. Et en tout cas, on avait invité André Chassaigne dans un débat pour parler d'un certain nombre de questions. Et à la fin de la réunion, il y a nous, la salle où on était pour faire notre conférence, là, il y avait des pancartes libérer Georges Abdallah, etc. Et à la fin de la réunion, je vais voir André Chassaigne et je lui dis, écoute, franchement, sur Georges Abdallah, vous faites rien, pourquoi, voilà, il faudrait faire quelque chose et tout. Et André me dit, ah bon, je suis pas au courant du tout. Il me dit, mais qu'est-ce qu'il faut faire? J'écris au président du Liban. Je dis, non, non, Georges, il est André, il est emprisonné en France, à Lannemezan. Qu'est-ce que tu me racontes? Et donc, à partir de là, moi, je lui ai donné j'ai fait tout un dossier, etc. Et je dois reconnaître après qu'il y a eu, de sa part, une mobilisation qui s'est sentie l'année d'après, puisqu'il était après, il est allé voir Georges en prison. Ça a été un des rares à le faire, dirigeants nationaux à le faire, quoi. Et après, jusqu'à l'année récente, où il y a eu plusieurs élus LFI qui sont venus, quoi. Voilà. Mais jusqu'alors, je peux dire qu'au plan politique, il y avait le NPA de l'époque avec Philippe Poutou qui venait quasiment tous les ans à Lannemezan. Et puis il y avait nous. Alors nous, c'était à l'époque l'ANC, on est devenu URC depuis. Alors au départ, l'ANC s'est créé en 2016. Hein. Nous, on était au départ des groupes locaux qui s'appelions les groupes rouges vifs. Oui. Et quand on a eu notre premier site là, qui s'appelait Rouge Midi, qui existe toujours d'ailleurs, en 2005, on a écrit à Georges pour lui demander s'il voulait bien être notre président d'honneur. Il a mis un mois pour nous répondre parce qu'il voulait lire tout ce qu'on écrivait sur Rouge Midi. J'avais trouvé ça excellent déjà parce que je me disais, putain, ce mec, il n'accepte pas les honneurs comme ça, quoi. Il réfléchit. Bon, voilà. Donc, il a accepté, il a été notre président d'honneur. Et puis après, quand en 2016, ben, on a fusionné tous les groupes rouge vif. On est devenu ANC, ben, naturellement, il a accepté d'être président d'honneur de l'ANC. Et puis après, quand on est devenu URC récemment, parce qu'on s'est encore agrandi et regroupé avec d'autres, et là, évidemment, il nous a même téléphoné pendant le congrès, donc voilà, là, c'était notre président d'honneur. Mais voilà, nous, on est une petite association, une petite organisation politique, mais cette démarche-là qu'on a fait, ben, d'autres auraient pu le faire. Alors, il y a deux villes, hein, à direction d'ailleurs PCF chaque fois, qui ont fait Georges citoyenne d'honneur, mais qui ont été attaqués en justice pour cela. Voilà, il y a, mais nationalement, il n'y a pas eu ce moment. Donc, ça peut pas aider à ce que son affaire soit connue. Et malheureusement, le 7 octobre, parce qu'il a multiplié, il a été l'occasion de la multiplication des manifs pour la Palestine, a donné, alors notamment moi, je l'ai vu à Marseille, hein, chaque manif, il faut me prendre la parole en parlant de Georges, etc. Donc, et aujourd'hui, je peux dire parmi les manifestants de Marseille et plus largement de la région, tout le monde connaît l'histoire de Georges, quoi. Et la meilleure preuve, c'est que souvent je me dis, je me rappelle la première fois où je suis allé à Lannemezan, j'étais allé en voiture, on était 4 dans la voiture, ou 5, je sais pas. La dernière fois qu'on y est allé, on était 4 cars et plus des voitures, quoi. Voilà, donc ça montre comment il y a eu la mobilisation de tout le monde. Alors il y en avait qui savaient pas, hein, les organisateurs. Moi, si je vois la CGT des Bouches-du-Rhône, personne n'était au courant. Et c'est quand on a écrit à ces organisations-là, quand la CGT des Bouches-du-Rhône ils se sont rendus compte de ce qui se passait, ben ils se sont mis dans la bagarre, comme ceux de l'UD de CGT du Nord, comme ceux de CGT du Tarn-et-Garonne, comme la région CGT de Occitanie. Voilà, là, il y a eu des mobilisations, mais voilà, ce que je dis, ça a été crescendo, quoi. Ça a été un partant de bas parce que là, les directions nationales ne voulaient pas mobiliser pour Georges. Tu mentionnais au début donc, de ton introduction le lien qu'il y avait eu entre le premier avocat et les services de renseignement français. Je crois savoir également que l'un des responsables de l'arrestation de Georges, donc c'était Yves Bonnet, si je ne me trompe pas, qui, Oui. je crois qu'il était des renseignements également, avait montré un certain des remords, non, concernant ce qui s'était passé par la suite. Ah,
non seulement des remords, mais lui, il a fait mieux parce que au bout d'un moment, c'est lui qui a employé le terme vengeance d'État, et il a dit, mais c'est moi qui l'ai arrêté, je devais le libérer au bout de 15 jours, c'était une tractation avec l'Algérie, le gouvernement n'a pas respecté sa parole, ça suffit maintenant. Et il a demandé à être entendu par la Cour de cassation pour dire, il y a un élément nouveau, c'est du pipeau, c'est pas lui, c'est pas lui qui a fait les crimes dont on l'accuse. Il faut qu'il soit libéré. Il n'a pas de complicité là-dedans. Et la Cour de cassation a refusé de l'entendre, mais c'est pas le seul. Hein. Il y a même Robert Pandreau, qui a été ministre de Sarkozy, qui a dit qu'il c'était une affaire scandaleuse et qu'il fallait qu'il soit libéré. Enfin, il y a, on a des, c'est ça qui est incroyable, c'est que les gouvernements ont résisté en dépit de tout bon sens, de toute humanité, de toute règle. Même, on n'a jamais saisi la Cour européenne des droits de l'homme parce que je ne sais pas comment elle aurait pu faire, mais c'est contraire à toutes les lois françaises et même de justice européenne, quoi. Ouais, oui, parce que tout à l'heure, donc on parlait de la mobilisation de la gauche, mais j'imagine que du côté de la droite, ça touche quand même la question de la souveraineté du pays vis-à-vis vis-à-vis de deux autres pays qui sont supposément alliés, qui sont les États-Unis et Israël, qui finalement arrivent comme tu le disais tout à l'heure, à faire pression sur le gouvernement français. Oui, Donc j'imagine que même oui, du côté de la droite, vous devez trouver qui ça. s'en cache. Pardon, Oui, vas-y. et qui s'en cache pas. Hillary Clinton, elle avait écrit au gouvernement, là, encore dans je me rappelle plus comment il s'appelle, le panthéon de Trump, là. Il a écrit au gouvernement. Mais, et ce qui est rigolo, c'est que fait rigolo. C'est pas parler de rigolo quand il y a quelqu'un qui est 41 ans en prison, mais ce qui est paradoxal, en tout cas, c'est que des élus de droite ont pris position pour sa libération, alors que l'ensemble des élus de la gauche ne l'avaient pas fait. Ça a été, quand on parle de questions transpartisanes, là, ça existait. En 2011, il y a eu un courrier qui a été fait par des élus notamment Noël Mamère d'Europe Écologie Les Verts. À l'époque, ça ne s'appelait pas comme ça, mais voilà, c'est les mêmes. Puis avec des mecs de droite, des mecs de droite, et il y avait un élu PCF dissident, on va dire. Mais sinon, il n'y avait pas aucun dirigeant de parti, et les dirigeants de parti, de toute façon, il n'y en a aucun qui est venu voir Georges en prison. Aucun. Voilà. Donc, c'est vraiment, ça montre bien que c'est venu d'en bas, quoi. Et ça montre bien aussi, je le dis, moi, ça me passe au-dessus, mais ça met en colère certains camarades, notamment ceux qui étaient là les premiers, là, je peux comprendre qu'il y en a qui trouvent intolérable ces tentatives de dire, oh, il a été libéré grâce à nous, on a toujours été là, et voilà, ça fait un peu, voilà, Ouais, ceux qui arrivent en dernier. Ouais, c'est les résistants de la dernière heure, comme on dit là. Voilà. Voilà, il y a un peu un côté détestable là. Charles, toi, j'imagine donc que toi, tu avais visité Georges Ibrahim alors. Oui, bien sûr. Et alors, est-ce que tu pourrais nous présenter ton point de vue sur la personne, comment il est? Écoute, moi j'ai trouvé cette formule, elle vaut ce qu'elle vaut, hein. Moi je trouve que c'est un homme du monde, mais pas au sens de la mondanité, mais un gars, je vais te donner une anecdote. Il y a quelques temps de ça, je vais le voir, et il me fait dire, enfin, on a eu une discussion comme ça, il me dit, écoute, moi je connais, on parle de la Chine. Parce que lui, tu vas avec lui, tu parles pas de ses misères, de ses malheurs, s'il avait des tensions, ou ça, on n'a jamais parlé de ça. Hein. Donc, on parle de la Chine, il me dit, mais moi, j'ai jamais rien lu de chinois, et il faudrait que je lise des livres chinois. Donc, j'ai discuté avec lui, je te la fais courte, j'ai trouvé un livre sur l'agriculture biologique en Chine, tiens-toi bien, et un autre livre sur le Xi Jinping, sortir de la pauvreté. Donc, il a fallu que je lise, évidemment, que je lui envoie, évidemment, et après au parloir d'après, je suis allé le voir, on a passé, les parloirs c'est 3 heures, hein, on a passé 2h50 à parler de la Chine, est-ce que c'est un pays capitaliste, est-ce que c'est un pays socialiste, au bout de 2h50, j'ai dit, Georges, c'est pas normal, toi. Ça fait 2h50 qu'on est là, on n'a même pas parlé un mot sur la Palestine, on n'a pas parlé de...
Il m'a dit, ouais, non, mais alors, du coup, il s'est rattrapé, il m'a dit, oui, tu as raison, mais tu sais, voilà, je te vois pas assez souvent, donc, voilà. Voilà, ça résume Georges, quoi, putain. Et c'est, par moment, quand il m'appelle, parce qu'on se téléphone, là, il a le droit de me téléphoner, euh, il me suit. Une fois, j'ai dit, mais tu es payé par les flics, toi, tu surveilles ce que je fais. Mais alors, comment ça s'est passé à tel endroit? Ah, mais j'ai vu que tu avais fait ça. Et l'autre fois, au moment où annonce, on lui annonce qu'il va être libéré, il m'appelle pour m'engueuler, pour me dire qu'il n'avait pas eu les textes du Congrès. Voilà. J'ai dit, genre, tu me tueras, tu me tueras. Je dis, écoute, on parle de ça. Et en plus, son premier mot, il me dit, ça va, tu es rassuré? Ouais, que ce soit toi qui sois rassuré. Ça dit tout du bonhomme, quoi. Alors que c'est lui qui est en prison, il me demande si c'est moi qui suis rassuré. Voilà, donc, J'ai lu que bien sûr il y avait des donc il va être, j'imagine donc, expulsé au Liban et qu'il y a des inquiétudes ouais. sur le fait qu'Israël pourrait directement l'assassiner là-bas ou est-ce que je sais pas si toi tu as entendu parler de ça ou si c'est des choses dont vous êtes conscient, parler sur le risque justement qu'il se retrouve là-bas du coup? Écoute, ce que je peux dire ici, parce que tu sais que là, il n'y a pas que des origamis qui vont nous écouter. Ce que je peux dire ici, c'est que les risques et la volonté, la haine tenace des sionistes, ça, c'est sûr que elle existe et tout le monde sait très bien ce à quoi on est confronté. Ce que je sais aussi, c'est que là-bas, les communistes libanais ont préparé son retour. Enfin, voilà, ils vont l'attendre à l'aéroport et voilà, je sais que le peuple libanais, parce que maintenant, même à son corps défendant, il est devenu un héros national. Le peuple, il sera sous la protection du peuple libanais. Tu comptes, te rendre au Liban? Eh bien, je l'ai écrit parce que j'avais pris un parloir, tu vois, comme tu sais jamais, quoi. J'avais pris un parloir maintenant, là, cette semaine. Là. Je m'étais dit, si jamais c'est pas bon, j'irai. Donc, mon parloir, ce que je lui ai dit quand il m'a appelé, je dis, bon, mais il faut annuler le parloir, quoi. Donc, on a rigolé tous les deux. Je dis, je vais venir au Liban, bon, voilà. Donc, effectivement, en tout cas, je sais pas si ce sera au Liban ou ailleurs, mais en tout cas, je compte bien aller le voir, bien sûr. Charles, est-ce que tu peux ajouter quelque chose que j'aurais pas demandé ou que tu penses qui serait important de garder de cette affaire? D'abord, j'aimerais que Georges écrive un livre, je lui ai dit déjà il y a un moment de ça, parce que c'est, il a gardé une hygiène de vie énorme, dire, il fait du sport, il lit beaucoup. Pour une anecdote, dans sa cellule, pour se coucher, il est obligé de mettre par terre les livres qu'il a posés sur son lit, et puis après, le matin quand il se lève, pour pouvoir se lever, il met les livres sur son lit. Voilà. Après, moi, je pense que ce qu'il dit, c'est la preuve que quand un homme, on peut militer en prison, voilà. Et il a jamais été coupé du monde, quoi. Et ils ont jamais réussi. Moi, ça me fait penser à la phrase qu'il avait écrite sur le statut à Rio, là-bas. Même si on me lie les mains, même si on m'enchaîne les pieds, même si on me ferme la bouche, mon cœur criera toujours pour la liberté. Mais voilà, Georges, c'est un homme libre. Ils n'ont jamais tué sa liberté. Charles, merci. Voilà, merci à vous. À bientôt. Et longue vie au grand soir, comme on dit. Merci.